Bonjour à tous. J'ai commencé l'analyse de LVMH et j'ai donc fait la partie histoire. Je me suis servi du livre de Héry Routhier, L'Ange Exterminateur, sorti en 2003, que je vous conseille. À savoir que Bernard Arnault a essayé d'empêcher la publication de ce livre. Même si cette partie histoire sera dans l'analyse, je me suis dit que ça pouvait être sympa de la sortir à part, étant assez détaillée. Alors sortez des popcorn, il y a plus d'intrigues, de manigances que dans la plupart des films Netflix. J'espère que ce résumé de l'histoire incroyable autour de Bernard Arnault et de LVMH vous plaira. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Bernard Arnault naît le 5 mars 1949 à Roubaix et vit à Croix, juste à côté. Il est le fils de Jean Arnault et de Marie-Joseph Savinel. Marie est la fille d'Étienne Savinel, patron d'une PME spécialisée dans la construction d'usines et d'entrepôts. Les Savinel font partie de la petite bourgeoisie. Ils restent ceux qui construisent des usines pour les autres. Et à l'époque, le rang social compte beaucoup. En 1950, Étienne Savinel nomme son gendre à la tête de l'entreprise. Mais celui-ci ne détient aucune part, et ne restera toujours que le gendre. Bernard Arnault fait sa scolarité dans le public. C'est un élève plutôt introverti et doué. À 10 ans, son grand-père Savinel, qui était un modèle pour lui, meurt. Suite à ça, il va vivre chez sa grand-mère qui habite la même rue que ses parents. Il dira que c'était pour lui tenir compagnie, étant seul maintenant, mais en réalité son père travaillant beaucoup et sa mère travaillant aussi, ce qui est rare pour l'époque dans ce milieu social, il n'est pas très proche de ses parents, surtout de sa mère. D'ailleurs, dans un livre Confidence, il ne citera sa mère qu'une fois. De son côté, sa grand-mère n'a Dieu que pour lui. Pour elle, il est le plus beau, le meilleur, et rien n'est trop beau pour lui. Mais d'un autre côté, elle lui transmet le goût du travail, en lui disant qu'il peut avoir tout ce qu'il veut dans la vie s'il travaille assez dur pour l'obtenir. Toujours bon élève, il rentre à Polytechnique. Mais il devient un élève moyen, pas par manque de capacité, mais par manque d'envie. Il ne rêve pas, comme les autres élèves à l'époque, de devenir haut fonctionnaire et de gérer une entreprise publique, ou de finir dans un cabinet ministériel. En 1974, à 25 ans, il entre dans l'entreprise familiale, et lance une partie promotion immobilière, bien plus rentable que la construction que gère toujours son père. 2 ans après, l'entreprise vend sa partie construction, pour se concentrer sur la promotion immobilière. Et Bernard Arnault devient gérant à 50-50 avec son père. En 1980, il se lasse de l'immobilier et cherche à se diversifier. Il fait l'acquisition du magazine Le Chasseur français, en magouillant un peu avec Bernard Tapie à l'époque, et en le roulant même dans la farine. Quand François Mitterrand est élu en 1981, comme beaucoup de patrons français, il part aux États-Unis. Mais là-bas, ça ne se passe pas très bien. Il revient très vite en France. En 1984, c'est le début de l'affaire Boussac pour Bernard Arnault, le début de son empire, même si l'affaire Boussac en elle-même date plutôt de 1981. Boussac est un conglomérat d'entreprises essentiellement lié au textile. Mais dans les années 70, avec la mondialisation, le textile en France est devenu peu rentable. Après un premier redressement, l'entreprise est de nouveau dans le rouge. Et entre 1980 et 1984, c'est 1 milliard de francs de subventions et prêts divers par le gouvernement socialiste de l'époque qui sont engloutis pour sauver l'entreprise et ses 30 000 salariés. Et c'est là qu'intervient Bernard Arnault. Encore un petit à cette époque, il a su s'entourer des bonnes personnes et se propose pour reprendre l'entreprise. Il se fiche éperdument de la partie textile, ce qui l'intéresse vraiment c'est Dior, qui fait partie du groupe. Mais il n'est pas le seul à être intéressé, Bernard Tapie rentre dans la danse, et c'est là que commencent ses manigances. L'homme de main de Tapie, en quelque sorte, qui devait mettre des bâtons dans les roues de Bernard Arnault, est arrêté, juste au moment de l'Assemblée Générale, où sera votée la levée de capital permettant à Bernard Arnault de prendre le contrôle de l'entreprise, et où cet homme devait l'en empêcher en évoquant certaines lois. Bernard Tapie a trouvé un adversaire coriace avec Bernard Arnault. À peine a-t-il pris le contrôle de Boussac que Bernard Arnault vend des usines, le tout subventionné par l'État. De plus, il le fait à des margoulins. Mais avec des élections en vue, les politiques ne sont pas trop regardants. En 1986, Bernard Arnault prend le contrôle de la société avec 51% des parts. Il la renommera Financière Agache, qui est encore aujourd'hui la holding qui détient les parts de Dior, qui détient elle-même LVMH. Pourquoi faire compliqué? Car ça permet pas mal de magouilles, dont Bernard Arnault a été très familier dans les années 80 et 90, comme pas mal de grands patrons de l'époque d'ailleurs. On verra ça plus loin. Mais Bernard Arnault est pas mal critiqué, traité de financier plutôt que d'industriel. On lui reproche de ne pas savoir créer, de seulement racheter. En 1987, il décide de lancer un jeune créateur, Christian Lacroix. Mais là encore, pas sans quelques magouilles. Il sera d'ailleurs condamné à verser 10 millions de francs à l'ancien patron de Lacroix. Au final, ce sera un échec, et la marque sera vendue en 2005. La même année, il rachète Céline.
En 1988, il profite de l'élection présidentielle pour ne pas respecter sa promesse de garder ce qu'il reste des activités textiles, et finit de se désengager du secteur. Au même moment, en 1987, Moët Hennessy, qui possède les champagnes Moët et Chandon, Ruinart, les cognacs Hennessy, ainsi que les parfums Dior, et d'autres maisons encore, n'est détenu qu'à 22% par les familles historiques, pour 33% des droits de vote, après des ventes profitant de la hausse des cours de bourse. Bernard Arnault, souhaitant vraiment se lancer dans le luxe, commence à acquérir directement des actions. C'est alors que Louis Vuitton et Moët Hennessy décident de fusionner, pour donner LVMH, dont les familles détiendront 35% du capital et 50% des droits de vote, mais qui ne s'entendront pas du tout. Le destin se charge d'aider Bernard Arnault. En octobre 87, c'est le lundi noir, le krach boursier, et LVMH perd 40% de sa valeur, ce qui permet à Bernard Arnault d'accumuler des actions, grâce au cash venant de la cotation de certaines de ses activités, comme Conforama, qui était dans Boussac, ou même la holding au-dessus de la financière Agache, évidemment toujours en gardant une majorité du capital, pour garder le contrôle. C'est comme ça qu'il dilue sa participation à plusieurs niveaux pour lever de l'argent, tout en gardant le contrôle de toutes les entités. Mais ça ne suffira pas, et c'est bien la mésentente entre les dirigeants qui permettra à Bernard Arnault de monter au capital de LVMH. Le patron de Louis Vuitton, Racamier, s'allie avec Bernard Arnault pour prendre le contrôle de LVMH en créant une entreprise commune pour faire une OPA sur 30% du capital de LVMH. Mais Bernard Arnault, sur les conseils de ses banquiers, s'alliera finalement au PDG du groupe, Chevalier, et aux familles Moët et Hennessy, qui lui permettront d'acquérir des obligations convertibles en actions. Mais ce n'est pas tout. Le PDG, Chevalier, avait prévu une alliance avec Guinness, un brasseur britannique, pour un échange de capital, pour se protéger d'une OPA hostile. Mais Racamier ne voulait pas. Finalement, Guinness s'alliera à Bernard Arnault pour une prise de participation dans LVMH, une alliance largement à l'avantage de celui-ci. Racamier essaye de rallier Guinness dans son camp, mais c'est l'inverse qui se produira, avec une alliance de tous contre lui. À la fin juillet 88, Bernard Arnault contrôle indirectement 20% du capital, et même 28% avec les obligations convertibles. En septembre, Racamier essaye d'acheter des actions LVMH, mais Bernard Arnault sort l'artillerie lourde, et en achète encore 10%. Ce qui monte sa participation à 29,4%, sans les obligations convertibles. Et le tout en se faisant financer à 40% par Guinness, car elle fait ses achats avec la holding détenue conjointement, mais à 60% par Arnault. Encore une fois, Arnault a bien manœuvré, utilisant un certain levier, sans perdre le contrôle. Suite à ça, Arnault arrive à faire élire son père à la tête du conseil de surveillance du groupe. Mais Chevalier, sentant qu'il ne va pas faire de vieux os, décide de s'allier à Racamier pour tenter de vider LVMH de sa substance, en faisant racheter une majorité de Louis Vuitton d'un côté et de Moët Hennessy de l'autre aux familles respectives, pour laisser Arnault avec une coquille presque vide, puisqu'il lui laisserait tout de même les parfums Dior, Arnault détenant pour le moment Dior Couture seulement. Pour ce faire, Chevalier demande l'aide de Guinness, mais Arnault voit le coup venir et contre-attaque, en accumulant des titres LVMH et en menaçant Guinness, qui selon les accords passés, ne peut pas acquérir d'actions LVMH en dehors de la co-entreprise avec Arnault. Guinness se retire. Le cours de bourse ayant atteint des sommets, il empêche Racamier de faire l'opéra. Celui-ci décide de publier une annonce faisant état de résultats records pour le groupe, pour pousser à une suspension de la cotation de l'action, faisant passer les achats d'Arnault pour un délit d'initié. Mais ça ne fonctionne pas, et grâce à l'argent prêté par le Crédit Lyonnais, Arnault prend encore 7,5% du capital de LVMH. À ce moment-là, tout le monde comprend que c'est fini, et peu de temps après, Arnault, avec l'appui des familles Moët et Hennessy, est élu président du directoire, l'équivalent de PDG. Suite à ça, dans l'idée de protéger les petits porteurs, toute personne faisant acquisition de plus de 33% du capital d'une société sera obligée de faire une OPA sur 66% du capital. Mais ça ne s'appliquera qu'en France. Et François Pinault fera un coup similaire à Bernard Arnault sur Gucci, à celui que ce dernier a fait pour LVMH. Mais on en reparle plus loin. C'est bien beau tout ça, mais maintenant il faut rembourser tout l'argent que le Crédit Lyonnais lui a prêté pour ses opérations. Et c'est 7,7 milliards de francs qu'il doit rembourser à court terme. Où va-t-il trouver cet argent? Par un nouveau montage financier, évidemment. Il décide d'incorporer la société conjointement détenue avec Guinness dans Dior. Et de coter Dior en bourse. Bien sûr en gardant une majorité du capital, 58% ici. Mais pour ça, il a dû apporter 4 milliards de francs. 2 milliards de la vente de Peau Douce, qui était dans le groupe Boussac, et 2 milliards qu'il trouvera en faisant une fusion pas bien nette de Bon Marché et Conforama, qui était elle aussi dans Boussac et qu'il avait coté en bourse pour lever de l'argent déjà. Peu de temps après, Racamier profite d'une déclaration de Mitterrand, où celui-ci tape sur LVMH, entre autres, pour attaquer Bernard Arnault dans la presse et pousser une simple enquête de routine sur un délit d'initié en affaires nationales. Arnault ne le supportant pas, il essaie de le faire virer du directoire de Louis Vuitton.
que Rakamier préside encore. Mais au lieu d'attendre l'Assemblée Générale, il passe par voie de justice. Et en plus de se donner une mauvaise image, il perdra un temps énorme. À partir de là, c'est coup bas sur coup bas des deux côtés. Arnaud sera innocenté pour l'affaire de délit d'initié, mais Rakamier l'attaque pour les obligations convertibles, qui n'ont pas été émises de manière régulière, et qui, si elles sont annulées, feraient perdre le contrôle de LVMH à Arnaud. De son côté, Arnaud l'attaque pour une suspicion de fraude avec une filiale en Asie. Dans la presse, ça s'attaque sans vergogne. L'équipe d'Arnaud essaye de lier Rakamier à Jean-Marie Le Pen, puis ressort des boutiques de Louis Vuitton avec des pancartes interdites aux juifs datant de l'occupation. En face, ça invente des liaisons à Bernard Arnault avec à peu près toutes les femmes du milieu. Finalement, la justice tranche en faveur d'Arnaud et n'annule pas les obligations, tout en reconnaissant qu'il y a eu des problèmes sur l'émission. Les magistrats ont subi des pressions politiques, certains ne voulant pas voir un géant français fragilisé. Suite à ça, Rakamier démissionne, mais ça ne suffit pas à Arnaud, qui fait virer les représentants de la famille Vuitton du conseil de surveillance de celui-ci. Dans les années 90, Arnaud se retrouve donc libre et développe LVMH, avec les acquisitions de Kenzo, Berluti, puis Guerlain en 93 et 94. En 93, il rachète aussi La Tribune, média financier au bord du dépôt de bilan. En 96, c'est l'OEV et Céline qui sont acquises. Cette dernière appartenait à Bernard Arnault. Le groupe acquiert aussi Château d'Yquem. En 97, le groupe fait l'acquisition de Sephora, boutique spécialisée dans les produits de beauté, et DFS, leader dans la vente de produits de luxe aux voyageurs, ayant ses boutiques essentiellement dans les aéroports. Mais ces deux acquisitions ne se passent pas comme prévu. DFS en réalité vend de tout, et les luxes ne représentent que 10% de ses ventes, sans compter qu'elle vend toutes les marques, ce qui pose un certain problème de concurrence. De son côté, Sephora a du mal à s'exporter à l'international. De plus, les deux acquisitions se sont faites à des prix assez élevés, et au moment de la crise asiatique. En 98, le groupe acquiert le Bon Marché Rive Gauche, qui appartenait à Arnaud. Ce sont ces rachats par LVMH qui permettent à Arnaud de fusionner des holdings pour passer de 3% du capital de LVMH en 88 à 19% en 98. Car oui, à force de montage financier pour lever de l'argent, Arnaud ne détenait finalement que peu du capital de LVMH directement. Évidemment, tout ça ne se fait pas sans magouille encore une fois. Un rapport à charge commandé par François Pinault le démontre bien. Il ne faisait pas bon être actionnaire minoritaire d'une entreprise de Bernard Arnault à l'époque. Fin 98, LVMH devait racheter la branche beauté de Sanofi et Yves Saint Laurent. Mais au dernier moment, le groupe se retire du deal pour se concentrer sur Gucci. Gucci que Bernard Arnault avait refusé d'acheter en 94 pour moins de 300 millions de dollars et qui aujourd'hui est prêt à mettre beaucoup plus sur la table. Il prend une participation de 20%, faisant passer celle-ci pour amicale aux yeux du patron de Gucci, Dessol. En parallèle, Arnault fait appel à un cabinet, Kroll Associates, qui a déjà travaillé pour lui, pour ramasser le maximum d'informations sur Dessol, dans l'idée de le faire tomber. Ce dernier apprend que Kroll enquête sur lui, et sur Gucci, et pour savoir qui les paie, il utilise une astuce simple, mais efficace. Il se fait passer pour un client, et demande à Kroll de travailler pour Gucci. Quand le dirigeant de Kroll lui demande quels sont ses concurrents, il leur dit LVMH, ce à quoi le dirigeant répond qu'il sera impossible pour son cabinet de travailler pour Gucci. Dessol a sa réponse, c'est LVMH qui essaye de le faire tomber. Après ça, LVMH monte à 34,4% du capital, non 35%, pour pas que Tom Ford, styliste renommé, puisse obtenir 80 millions de dollars en stock option et quitter l'entreprise juste après. Ces 34% ont déjà coûté 8 milliards de francs à LVMH, soit environ 3 fois plus que ce que le groupe aurait pu payer quelques années auparavant, pour la totalité de Gucci. Dessol refuse de nommer un administrateur de LVMH au conseil de Gucci, au nom de la concurrence entre les deux groupes. Il enchaîne en émettant 20 millions de nouvelles actions, dans un plan actionnarial pour les salariés, faisant tomber la participation de LVMH à 25%, même si ces actions ne seront jamais réellement attribuées aux salariés. LVMH porte cette affaire devant la justice hollandaise, où est coté Gucci. Dessol sait très bien que ça ne tiendra pas, il doit donc trouver une parade, et rapidement. Et c'est là que rentre en jeu François Pinault. François Pinault avait racheté Printemps à Arnaud, et détient la Redoute, la Fnac ou Conforama, qui appartenait aussi à Arnaud. Mais pourquoi se mettrait-il en face d'Arnaud ? Dans le milieu des grands patrons, il y a une certaine forme de respect. Quand l'un veut faire l'acquisition d'une société étrangère, ou non d'ailleurs, il en discute avec les autres pour éviter de se tirer dans les pattes. Et surtout, éviter que le vendeur fasse jouer la concurrence entre les différents acheteurs pour faire monter les prix. Comme avec Sanofi Beauté, qui dans un premier temps a intéressé Pinault, mais que celui-ci trouvait trop cher. Il contacta Arnaud pour lui dire qu'il avait le champ libre. Ou pour Château Cheval Blanc, où Pinault, Arnaud et Albert Frère discutèrent, et où Pinault leur dit qu'il se retirait, laissant Arnaud et Albert Frère le racheter ensemble. Mais il y a un événement qui changea vraiment les choses. Début 99, Pinault appelle Arnaud pour un problème avec Louis Vuitton, une histoire de défilé.
Arnaud le prend de haut en lui disant que ce n'est pas lui qui gère ce genre de choses, rabaissant Pinault, qui lui s'occupe de ce genre de choses dans son groupe, en sachant qu'évidemment Arnaud a son mot à dire, ce problème mettant à mal les relations avec le groupe Pinault. Mais Arnaud fait mine d'être au-dessus de ça, et ce manque de respect évident ne plaira pas à Pinault, qui n'apprécie déjà pas qu'Arnaud, contrairement à lui, ne partage aucune info et ne lui rende jamais l'appareil quand il s'agit d'acquisition. Mais ce n'est pas Pinault qui s'est invité à la fête, ce sont les banquiers de Gucci qui sont venus le chercher pour lui proposer Gucci sur un plateau. Pinault fera même d'une pierre deux coups. Au même moment, il rachète la partie beauté de Sanofi, avec entre autres Yves Saint Laurent, que Arnaud avait lâché pour se concentrer sur Gucci. Il contacte le PDG, qui est aussi son ami, pour lui proposer ce rachat, aux mêmes conditions que celles proposées à Arnaud, en lui disant qu'il n'aura qu'à changer le nom sur les documents. Le tout devant être fait pour le lendemain, date de l'annonce de sa prise de participation dans Gucci. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que de simplement changer les noms. Le lendemain, après avoir travaillé toute la nuit, le banquier qui gère cette opération arrive avec tous les documents pour signer. Et une fois fait, dit à Pinault que Gucci pourrait aussi être intéressant pour lui. Quelques minutes après, il apprendra que Pinault est monté au capital de Gucci, à hauteur de 40%, après une levée de capital. Pinault se servira de Saint Laurent pour payer une partie de cette montée au capital. Ce jour-là, c'est le 19 mars 1999. Arnaud a réuni 450 des principaux cadres du groupe pour annoncer le rachat de Gucci. S'étant mis d'accord, il le pense avec Tessol. Mais il est interrompu en plein discours par son chauffeur, mais aussi garde rapproché, qui lui tend un papier lui disant de rappeler d'urgence Anne Méo, sa conseillère en communication. Personne n'interrompt Arnaud. C'est que ça doit être important. Il la rappelle donc, et c'est là qu'elle lui apprend ce qui est en train de se passer, mais aussi qu'elle ne pourra plus travailler pour lui, Pinault étant aussi son client, et rentrant dans le luxe, elle a dû choisir un camp. Elle a choisi Pinault. Arnaud raccroche, remonte sur scène et annonce « Je viens d'apprendre une grande nouvelle, la Redoute se lance dans le luxe », avant de quitter la scène devant un auditoire interloqué. Dans les jours qui suivent, Arnaud contre-attaque et propose une OPA sur la totalité de Gucci. Gucci refuse dans un premier temps, ne pouvant assurer le fait que Tom Ford, créateur emblématique, reste dans l'entreprise, ce qui est une condition de l'OPA pour LVMH. Un mois plus tard, LVMH réitère son offre, que Tessol est obligé d'accepter vis-à-vis de ses actionnaires. Mais à 11 milliards d'euros, ce n'est pas possible pour LVMH, surtout que Tom Ford et Tessol n'auraient qu'à encaisser leur stock option et partir juste après, pour rejoindre Saint Laurent, faisant perdre toute sa valeur à Gucci. Arnaud attaque Gucci sur le plan juridique, vis-à-vis de la prise de participation de Pinault. Il tente d'obliger Pinault à faire une OPA sur la totalité du capital de Gucci, rappelant une directive européenne, mais pas encore appliquée aux Pays-Bas. Cette obligation d'OPA à toute personne prenant le contrôle d'une société est devenue obligatoire en France, après la prise de contrôle sans OPA de LVMH par Arnaud, culotté de sa part. À côté de cette guerre ouverte, une guerre secrète est aussi en marche. LVMH fait encore appel à Kroll Associates pour obtenir toutes les infos qui pourraient servir contre Pinault. Rien d'illégal dans ses recherches, mais elles vont très loin. Il a même été pensé à la location d'un appartement en face du siège de la holding de Pinault pour pouvoir surveiller ce qui s'y passe. Opération avortée par impossibilité de confidentialité. Bernard Arnault faisait déjà beaucoup d'acquisitions avant cette histoire, mais ça s'accélère après mars, que ce soit avec LVMH ou plus haut dans ses holdings, comme une réponse à l'attaque de Pinault. Ces acquisitions se font dans tous les domaines, dont Internet. Mais les plus notables sont celles de Tag Heuer. Il prend aussi une participation de 51% dans Fendi, mais à une valorisation insolente, 50 fois le résultat d'exploitation. Rien qu'en 99, c'est 20 milliards de francs dépensés en acquisition, soit plus de 3 fois les bénéfices de LVMH de cette même année. En 2000, ça continue et c'est au tour de Fresh, Pucci et le magazine Connaissance des Arts. Il réalise aussi des achats dans la distribution, dont une importante aux États-Unis. Certains commencent à critiquer la diversification du groupe dans la distribution, aux marges faibles, quand à côté de ça, Louis Vuitton a des marges opérationnelles de 40% et une rentabilité bien supérieure. On verra dans la partie résultat qu'aujourd'hui encore, la distribution plombe les marges du groupe. Bernard Arnault est très confiant sur la nouvelle économie et investit presque 1 milliard dans une cinquantaine de startups liées à Internet, via ses holdings. Il lance même une banque en ligne, avec l'idée qu'en évitant les frais liés aux agences, elle sera plus rentable. Il était un peu trop en avance sur son temps, et il perdra plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais la guerre pour Gucci n'est pas finie. Bien qu'Arnaud ait compris qu'il ne récupérerait pas la marque, il a bien l'intention de faire payer son affront à Pinault. Il essaye de montrer que Pinault a acheté Tessol et Tom Ford en leur offrant des gros stock options en échange de la prise de contrôle de Gucci. Il apporte même une semi-preuve avec une note du directeur juridique de Gucci, note trouvée dans une poubelle. Pourtant, devant la justice, il propose un accord pour 2 OPA du groupe Pinault. La première sur le capital que détient LVMH, et une seconde plus tard sur le restant du capital.
Mais pourquoi cette proposition alors que 6 mois avant, il avait justement refusé cette offre de la part de Pinault? Peut-être qu'avec l'éclatement de la bulle internet et les lourds investissements qu'il a fait, Arnaud n'a plus l'énergie, ni le temps, ni même l'argent pour se permettre cette guerre. Mais de son côté, Pinault n'est pas dans une très bonne situation non plus. À cause de cette guerre, ses fraudes fiscales sont sorties au grand jour, en plus d'autres histoires qui pourraient lui coûter cher. Il n'empêche que cette fois c'est Pinault qui refuse l'idée de double OPA. Les discussions traînent encore des mois. Alors qu'un accord avait presque été trouvé, Arnaud a ajouté à l'accord une exigence des plus surprenantes, que Pinault obtienne l'arrêt de l'écriture du livre L'Ange Exterminateur, celui-là même dont je me sers pour vous raconter toute l'histoire autour de Bernard Arnault et LVMH. Finalement, ce ne sera qu'une demande en gage de bonne volonté. Il n'empêche que Pinault n'avait aucun moyen d'y donner suite. En plein deal à plusieurs milliards, Arnaud était presque prêt à tout remettre en question pour pas que son image soit écorchée. Finalement, un accord est signé le 10 septembre 2001 sur les 20,6% de Gucci que LVMH détient. PPR, qui appartient à Pinault, en rachète 8,1% à 94 $, ce qui permet à Pinault de prendre le contrôle de Gucci, passant à 50,1%. En novembre, un dividende de 7 $ sera versé, sauf à PPR, soit la prime que demandaient les minoritaires pour la prise de contrôle de Gucci. Mais ça permet à PPR de ne pas avoir à faire une OPA à 100 $ qu'auraient pu voir beaucoup de minoritaires vendre, et donc coûter cher. Cet accord engage PPR à faire une OPA à 101,5 $ minimum en mars 2004. Au premier abord, l'accord paraît équilibré. LVMH ressort sans Gucci, mais avec une plus-value de 45% en 2 ans. De son côté, Pinault obtient le contrôle de Gucci pour 78 $ en moyenne. Mais celui-ci a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec l'obligation d'acheter les titres à 101,5 $ en 2004, et donc potentiellement les 50% restants, si le cours est plus bas à cette date. Surprise, LVMH annonce vendre ce qui lui reste de sa participation pour sortir totalement de Gucci d'ici la fin 2001. Les acheteurs des titres sont certains de pouvoir vendre à 101,5 $ en 2004. LVMH n'aura donc aucun mal à vendre sa participation au Crédit Lyonnais à 90 $ en décembre. Une opération à environ 5% de rentabilité annuelle pour ce dernier, mais sans risque. Mais le 11 septembre 2001, le lendemain de l'accord, c'est l'attaque du World Trade Center, qui fera plonger les bourses et entraînera le luxe dans une crise sans précédent. Pas de chance pour Pinault. Dans l'accord, il y avait bien une clause pour l'annuler en cas de guerre ou d'attaque terroriste, mais seulement sur la partie de l'OPA de 2004. En mars 2004, PPR ira au bout et rachètera les 32% qui lui manquaient, après avoir fait des achats entre 2001 et 2004, à environ 85 $, ce qui est plus faible que dans les accords, peut-être à cause de l'effet de change, je n'ai pas trouvé d'infos. Mais revenons à LVMH. Arnaud semble sortir gagnant de cette guerre avec Pinault. Cependant, après les attentats et les mauvais résultats du groupe, LVMH plonge en bourse. Mais il n'y a pas que ça, et les choix d'Arnaud en termes d'acquisition, surtout dans les .com, font perdre confiance aux investisseurs. Il avait réussi à introduire en bourse une de ses sociétés, Liberty Surf, et sortir une bonne partie avant l'effondrement. Et tant pis pour les petits porteurs. Mais pour Europa Web, ça va être plus difficile. Il va tenter de l'introduire en bourse pour au moins récupérer son investissement. Mais il est trop tard, et personne ne veut plus entendre parler de nouvelle économie. On passera sur les accords publicitaires passés avec le site mp3.com, par LVMH, essentiellement pour Sephora, qui s'élève à plusieurs dizaines de millions et qui permettait à l'investissement d'Arnaud dans cette entreprise de gagner en valeur, alors que LVMH représentait 56% de ses revenus au troisième trimestre 2000, et que ces accords, signés en 1999, liaient les deux entreprises sur 3 ans. Tout ça se passe au même moment que la guerre pour Gucci. Arnaud avait un autre problème, énormément de cadres de LVMH quittent le navire, ne supportant pas les pratiques d'Arnaud au sein de l'entreprise. LVMH fait l'acquisition de Philips en 1999, une maison d'enchères, pour concurrencer Christie's, qui appartenait à Pinault. Problème, Philips est bien plus petite. Pour attirer des clients, Arnaud propose donc des garanties. Un prix minimum qui, s'il n'est pas atteint, sera complété par Philips. Ce prix est en moyenne 2 fois plus élevé que chez Christie's. Mais c'est évidemment intenable. En novembre 2001, c'est une perte de 100 millions d'euros en une soirée, donc pour LVMH. Encore une fois, ce sont les petits actionnaires qui paient pour les rancœurs d'Arnaud envers Pinault. Finalement, en février 2002, LVMH revendra Philips. Officiellement 100 millions de pertes, mais pour certains spécialistes du secteur, ce serait plutôt 6 à 800 millions d'euros. En 1999, Arnaud avait aussi investi dans Bouygues, probablement pour déranger Pinault qui était monté au capital. Officiellement, c'était avec ses fonds propres, mais quand il vend sa participation, en perte, en 2001, on découvre qu'une partie de la participation avait été prise par LVMH. Le pire, il a commencé à acheter avec une holding assez bas et finit ses achats avec LVMH après que le titre soit monté. A l'inverse, il a commencé à vendre assez haut avec sa holding pour sortir au pire moment avec LVMH. 200 millions d'euros de pertes pour le groupe.
Encore une fois, Arnault est parti en croisade avec l'argent des petits porteurs. Si LVMH a accepté de trouver un accord pour Gucci, a vendu sa participation dans Bouygues et vendu Philips, il est probable que ce soit à cause de la situation financière de LVMH, qui n'était pas au mieux avec des échéances à court terme assez importantes suite aux nombreuses acquisitions, souvent chèrement payées. Après ça, LVMH et Arnault seront plus calmes pendant quelques années. Il en va de même pour Pinault. Les deux monstres du capitalisme français pensent leur plaie. Le livre s'arrête en 2002. Pour la suite, plus calme, de l'histoire de LVMH, il faudra se fier au groupe lui-même. Dès 2002, LVMH évalue les émissions de CO2 de ses maisons. Et en 2003, le groupe adhère au Pacte mondial des Nations Unies, l'équivalent de l'ESG aujourd'hui. En 2007, le groupe acquiert le groupe Les Échos. On peut se poser la question de l'intérêt pour LVMH. En 2008, LVMH reprend les acquisitions importantes avec Hublot, maison horlogère suisse. En 2009, LVMH sort son code de conduite qui reflète l'engagement du groupe en matière de RSE. En 2011, c'est Bulgari, maison de haute joaillerie italienne créée en 1884 qui est acquise. En 2013, le groupe inaugure Helios, un centre de recherche pour la cosmétique et la parfumerie. En 2014, la fondation Louis Vuitton est inaugurée, non sans polémique sur le coût officiel exorbitant, que certains pensent surestimé, et qui a permis un beau crédit d'impôt. En 2016, acquisition de Rimowa, spécialiste des bagages. En 2019, acquisition de Belmont, qui détient des hôtels de luxe entre autres. En 2021, acquisition de Tiffany, géant de la joaillerie créé en 1837. L'histoire de LVMH est loin d'être un long fleuve tranquille, comme vous avez pu le constater. Prise de contrôle agressive, guerre d'ego, montage financier. Bernard Arnault était prêt à tout. En soi, il a joué avec les règles, même si ces règles peuvent être critiquées. Et si la famille Vuitton, Moët et Hennessy ont perdu le contrôle de leur entreprise, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes, ne s'étant pas protégées en gardant des participations majoritaires comme Arnault a lui toujours fait. On peut tout de même trouver ça dommage pour les familles, mais d'un autre côté, être content que ce soit un Français qui les ait rachetés et fait prospérer, faisant de LVMH un géant du luxe. Ce qui est flagrant dans cette histoire, c'est qu'au fond, tout s'est joué à peu de choses. Si Mitterrand n'était pas arrivé au pouvoir, si les banques n'avaient pas été aussi généreuses, si les familles Louis Vuitton, Moët et Hennessy s'étaient entendues, si Bernard Arnault avait réussi aux États-Unis, tout aurait été différent. Il aurait pu y avoir des dizaines de scénarios différents de celui qu'on connaît. Est-ce que si c'était à refaire, il arriverait au même résultat ? Probablement pas, tellement il y a eu d'éléments favorables tout au long de son parcours. Mais peu importe, à la fin, le petit-fils d'un patron de PME est devenu l'un des hommes les plus riches, à la tête d'un empire du luxe qui fait rayonner le savoir-faire français et européen à travers le monde. Ce sera tout pour l'histoire de LVMH et de Bernard Arnault. L'analyse sortira dans quelques temps, j'ai encore beaucoup de boulot. Il y aura peut-être d'autres vidéos en attendant. Voilà. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut!